Bonsoir à tous et merci de suivre Télétchad. Tout d'abord, sachez que le gouvernement s'est réuni ce jeudi en conseil ordinaire des ministres, conseil dirigé par le chef de l'État, Mohamed Idriss Sédhibi Itno. À l'ordre du jour, 2 projets d'ordonnance et 2 projets de décret. Voici tout de suite le compte rendu avec le ministre d'État, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Liman Mahamat. Suivez. 2 projets d'ordonnance et 2 projets de décret étaient inscrits à l'examen du Conseil. Au titre du ministère de la Sécurité publique et de l'immigration, le Conseil a examiné un projet d'ordonnance portant régime général des armes à feu en République du Tchad, projet initié et présenté par le ministre en charge de la Sécurité publique. Ce projet procède de la ratification par notre pays de plusieurs instruments juridiques internationaux relatifs au contrôle des armes à feu. Il s'agit notamment de la Convention internationale des Nations unies contre la criminalité transfrontalière organisée, du traité sur le commerce des armes et de la Convention de l'Afrique centrale pour le contrôle des armes légères et de petits calibres dénommée Convention de Kinshasa. L'initiative a le mérite de conformer la gestion des armes à feu dans notre pays aux 10 instruments et le prédisposer aux appuis nécessaires de la communauté internationale en matière d'activités liées au désarmement, à la sensibilisation, à la collecte et à la gestion des armes à feu. Au regard des défis nationaux, régionaux et internationaux engendrés par la prolifération et la propagation des armes à feu, l'ordonnance permet, entre autres, d'actualiser la réglementation nationale de gestion et de sécurisation des stocks, ainsi que l'entreposage, le marquage, la neutralisation et la destruction des armes à feu dans un contexte de prolifération et de propagation illicite des armes légères et des petits calibres partout dans le monde. Cependant, le Conseil des ministres a observé que le processus de maturation de ce texte n'est pas totalement achevé et l'a renvoyé pour implication de certaines parties prenantes essentielles en tenant compte de la nécessaire adaptation du dit projet de texte à nos réalités. Le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la digitalisation de l'administration a présenté au Conseil un projet d'ordonnance modifiant les dispositions de l'article 13 de la loi numéro 013/PR/2024 du 14 mars 2024 portant réglementation des communications électroniques et des activités postales. L'initiative est commandée par la nécessité de conformer la législation nationale au règlement CEMAC qui a un caractère supranational en matière de répartition entre le Trésor public et l'autorité en charge de la régulation des communications électroniques et postales, ARCEP. La répartition harmonisée concerne les redevances perçues au titre des attributions des autorisations et produits issus des droits d'entrée provenant de l'octroi des licences. Le Conseil a apprécié cette initiative qui participe des heureuses initiatives destinées à l'utilisation judicieuse des ressources pour la promotion de l'économie numérique dans notre pays. Le ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Habitat a présenté au Conseil 2 projets de décret relatifs à l'affectation de terrains dans le périmètre urbain de la capitale. Le premier projet de décret concerne l'affectation d'un terrain de 4000 m², 6 au quartier Nyari, section 1, îlot 7B, dans la commune du 8e arrondissement municipal de la ville de N'Djamena. Affectation de terrain au profit notamment de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et d'artisanat CECIAMA pour la construction d'un centre de formation et d'un centre de gestion, d'arbitrage et de médiation de cette chambre. Le deuxième projet de décret a pour objet l'affectation au profit du ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique d'un terrain d'une superficie de 8700 m², 6 au quartier Dar es Salaam, section 5, îlot 58, dans la commune du 8e arrondissement de N'Djamena. Le terrain est affecté pour la construction d'un espace dédié au sport et aux loisirs au profit des élèves des établissements scolaires et aux jeunes du dit quartier. Concernant les 2 affectations de terrain, le Conseil des ministres
tout en y souscrivant, a prescrit la mention impérative d'un délai de 5 ans dans le décret pour la réalisation des projets pour lesquels l'affectation a été dédiée, sous peine de retour au domaine public. Les 3 projets de texte sur les 4 inscrits à l'ordre du jour du Conseil ont été tous adoptés. Commencé à 14 h, le Conseil des ministres a pris fin à 15h10. Le compte rendu du Conseil des ministres avec le ministre d'État, ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, Liman Mahamat. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, de la coopération internationale et des Tchadiens de l'étranger, porte-parole du gouvernement, Abderrahmane Koulamalla, participe à partir de ce 29 août aux travaux de la 5e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique OCI. Cette rencontre se déroule à Yaoundé, au Cameroun. Mamat Kali, Ismaël Youssouf. Yaoundé, la capitale de la République du Cameroun, accueille du 29 au 30 août la 50e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique. Cette 50e session du Conseil des ministres de l'OCI, placée sous le thème « Développement des infrastructures de transport et de communication intra-OCI, instrument majeur de lutte contre la pauvreté et l'insécurité », rassemble des représentants des pays membres pour discuter des questions cruciales qui touchent le développement économique et social de leur nation. La cérémonie d'ouverture a été marquée par la passation des charges entre le président du Conseil des ministres sortant, le ministre des Affaires étrangères de la Mauritanie, Mohamed Salim Ould Marzouk, et le président entrant, Mbela Logène, ministre des Affaires étrangères du Cameroun, pays hôte. Pour nous permettre d'échanger, de partager nos expériences et de dresser la liste possible de solutions. En rappelant ce thème qui s'intitule « Développement des infrastructures de transport et de communication intra-OCI, instrument de lutte contre la pauvreté et l'insécurité », le Cameroun, notre pays, voudrait se joindre fermement à cette réflexion pour apporter sa modeste expérience et son expertise dans le développement. Les discussions s'annoncent riches et déterminantes pour l'avenir des relations intra-étatiques au sein de l'OCI, avec un accent particulier sur l'amélioration des infrastructures considérées comme cruciales pour le progrès et la stabilité des pays membres. De même, le Conseil des ministres abordera des questions d'une grande importance, notamment le conflit persistant dans les pays membres, tels que la guerre dans la bande de Gaza et la crise au Soudan, soulignant ainsi la nécessité d'une action collective pour promouvoir la paix et la sécurité dans la région. Nous devons conjuguer nos efforts communs pour assurer la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale des Nations unies, ainsi que des mesures dictées par la justice internationale qui appelle à un cessez-le-feu immédiat et global et à un succès garanti des aides humanitaires à toute la bande de Gaza de manière suffisante et durable. Dans son allocution à cette occasion, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Abderrahmane Koulamalla, a souligné l'importance vitale des infrastructures pour le commerce et l'intégration régionale. Le thème de cette session, centré sur le développement des infrastructures et transports et de communication au sein de l'OCI, est d'une importance cruciale. Ces infrastructures sont des leviers essentiels pour stimuler le commerce et favoriser l'intégration régionale. Nous nous réunissons aujourd'hui à un moment critique pour notre monde et les défis qui nous entourent. Le chef de la diplomatie tchadienne a également abordé des enjeux géopolitiques majeurs, notamment la guerre au Soudan voisin. Le monde fait également face à une autre crise humanitaire majeure, celle qui découle du conflit au Soudan. Cette guerre fratricide a engendré une situation humanitaire sans précédent dans la région. Les souffrances infligées aux populations civiles sont inacceptables et il est impératif que ce conflit trouve une solution durable. Mon pays, le Tchad, subit de plein fouet les conséquences de cette guerre avec l'afflux massif de réfugiés soudanais sur notre territoire. Plus de 2 millions de personnes à ce jour.
Nous appelons de toutes nos forces à un cessez-le-feu immédiat et à l'ouverture des négociations sincères entre les parties belligérantes pour mettre fin à cette tragédie. Le Tchad, engagé pour la paix et la stabilité, continue de travailler pour des solutions durables aux crises actuelles, dans un esprit de solidarité. Les discussions se poursuivront lors de cette session visant à renforcer la coopération entre les États membres de l'OCI pour mieux répondre aux défis communs. Il s'agit bien évidemment de la 50e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI qui se déroule à Yaoundé, au Cameroun. Sur place, en N'Djamena, l'Office national pour la promotion de l'emploi et l'Institut national supérieur de pétrole de Mao s'engagent à travers la signature d'une convention de partenariat à lutter contre le chômage en milieu jeune. Le document a été paraphé pour l'ONAPE, le directeur Nusraddin Abakar Kessou, et pour l'Institut de Mao, le directeur général Dr Alhaj Hissène Issaha Varelach. Le Tchad est un pays pétrolier. Cependant, le pays mise sur la main-d'œuvre étrangère pour exploiter son sous-sol. C'est pour miser désormais sur la main-d'œuvre locale que l'Office national pour la promotion de l'emploi veut orienter les jeunes lauréats vers les domaines techniques. Avec l'Institut national supérieur du pétrole de Mao, il signe une convention de partenariat. Le document scellant ce partenariat est paraphé entre le directeur général de cette institution d'enseignement supérieur et le directeur de l'ONAPE. Dans une institution qui œuvre la politique du gouvernement, nous avons constaté que sur le marché d'emploi, il y a une adéquation entre l'offre et la demande, surtout sur les domaines pétroliers. Et c'est un secteur qui est en constante évolution. Donc c'est pourquoi nous avons pensé à mettre ensemble nos énergies pour que les lauréats ressortis vraiment de cet institut soient formés et les insérer dans la vie professionnelle. Pour le directeur général de l'Institut national supérieur des pétroles de Mao, son établissement d'enseignement supérieur va offrir des offres de formation qualifiées aux lauréats qui, à terme de leur cycle de formation, seront performants sur le marché de l'emploi. Que le secteur du pétrole emploie beaucoup d'étrangers, pendant que nous, on a des lauréats qui sont formés sur place. Et donc, il y a un problème qui se pose réellement. Nous, on s'est rapprochés de l'ONAPE, donc on a décidé de répondre à ces problèmes-là, à renforcer en compétence nos lauréats pour qu'ils puissent occuper des postes-là qui leur reviennent de droit. Ainsi, l'année académique 2024-2025 offre des opportunités aux lauréats du baccalauréat de l'enseignement secondaire et technique. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Maître Abakar Djarma Omi, a offert un dîner hier soir aux joueurs de l'équipe nationale et au staff technique et médical de l'équipe nationale. Une occasion pour le chef du département de la Jeunesse et des Sports de galvaniser toute l'équipe afin de donner le meilleur d'elle-même pour les éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Karnou Batiophile. Ce dîner offert par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Maître Abakar Djarma Omi, aux joueurs, staff de l'équipe nationale, constitue un moment de communion, d'esprit et de cœur. Un moment de partage sur les attentes du peuple tchadien, notamment du gouvernement de la 5e République, qui fait du sport une priorité pour asseoir davantage l'unité nationale et la cohésion sociale. Occasion pour le ministre de la Jeunesse et des Sports, Maître Abakar Djarma Omi, de préciser que les plus hautes autorités comptent sur eux pour écrire en lettres d'or le nom du pays de Toumaï dans les annales de la Confédération africaine de football, CAF. Raison pour laquelle les responsables en charge des sports n'ont pas lésiné sur les moyens pour les mettre dans des conditions de préparation idoines pour ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025. Le football, c'est pas qui a marqué de but, non. Qu'est-ce que tu as fait pour l'équipe sur le terrain? Quel sacrifice tu as fait? Même les sélectionneurs, quand ils viennent, c'est d'abord ça ce qu'ils cherchent. Ce qui se joue aujourd'hui ici, dans cette équipe nationale, c'est votre nom dans l'histoire. Alors vous avez cette opportunité aujourd'hui d'être les premiers à qualifier le Tchad à la Coupe d'Afrique des Nations. Et vous rentrez dans l'histoire. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Maître Abakar Djarma Omi,
de préciser que tout réside sur le mental. Sierra-Léonais, Ivoiriens et Zambiens sont dotés des mêmes organes que les footballeurs tchadiens. La seule différence, c'est la force psychologique qui les anime. C'est pour inculquer cette même force au SAO qu'ils ont fait appel au coach mental. Vous le saviez que le ministre de la Production et de l'Industrialisation agricole, Keda Bala, a pris part à Nairobi au Kenya à la 6e Assemblée générale de l'initiative de coopération alimentaire et agricole Corée-Afrique. À cette occasion, le Tchad a officiellement adhéré à cette initiative de développement agricole, rapporte Ali Haki. Avec 39 millions d'hectares de terres cultivables et de ressources en eau de surface et souterraine, estimées à 460 milliards de mètres cubes, le Tchad est un Eldorado qui pèse sur l'échiquier africain. C'est en mesurant toute la grandeur du pays de Toumaï, à forte potentialité agro-silvopastorale et halieutique, que la 6e Assemblée générale de l'initiative de coopération alimentaire et agricole Corée-Afrique, CAFACI, qui s'est tenue à Nairobi au Kenya, a accueilli à bras ouverts la délégation tchadienne conduite par le ministre de la Production et de l'Industrialisation agricole, Keda Bala. Cette 6e Assemblée générale de CAFACI, qui est un programme de coopération coréen en Afrique basé sur la recherche et le développement agricole, réunit les 37 pays membres de cette organisation. Le Tchad, qui s'est résolument engagé à mettre l'agriculture sur l'orbite de modernisation, a adhéré à cette occasion à la CAFACI en signant un mémorandum d'entente avec la partie coréenne. Pour le ministre Keda Bala, cette adhésion émane de la volonté du président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, déterminé à esquisser une nouvelle ère d'une agriculture résiliente et moderne. L'Agence nationale de gestion des élections forme ses membres sur l'éducation civique et électorale en vue des législatives provinciales et communales prévues en décembre prochain. Une formation rendue possible grâce à l'appui technique de l'Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique. Youssouf Abdraman Ali Gad. En prélude aux élections législatives, provinciales et communales du 29 décembre prochain, l'Agence nationale de gestion des élections organise cette session de formation pour mieux outiller ses membres sur la problématique de gestion des élections couplées. Ce processus combiné de l'organisation des élections est un défi majeur pour l'Agence nationale de gestion des élections, chargée de sensibiliser et d'éduquer la population sur les élections couplées. L'organisation combinée de ces trois élections pose un défi concret pour l'électeur tchadien. Comment comprendre et différencier ces trois élections? Comment s'assurer que chaque citoyen puisse accomplir son devoir en connaissance de cause? C'est précisément pour répondre à ces questions et pour préparer au mieux la population à cette étape clé que nous nous retrouvons ici aujourd'hui. Pour la vice-présidente de l'Agence nationale de gestion des élections ANGE, cette session de formation est une étape cruciale qui permettra aux membres de l'Agence nationale de gestion des élections de véhiculer le message de l'éducation civique à la population pour ces élections simultanées. La réussite de cette entreprise repose avant tout sur la capacité de chacun d'entre nous à communiquer efficacement avec nos concitoyens, à leur transmettre les informations essentielles pour qu'ils puissent exercer leur droit de vote de manière éclairée et responsable le moment venu. Cette session de formation de 2 jours est une plus-value aux agents de l'ANGE qui seront bientôt en amont et en aval de l'organisation de ces élections couplées, une première expérience au Tchad. La teneur de ce communiqué pour la suite de l'édition, le ministère des Affaires étrangères de la République du Tchad informe l'opinion nationale et internationale qu'à la suite de la visite officielle de son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État en Libye, et de la signature d'accords bilatéraux avec les autorités libyennes, des progrès significatifs ont été réalisés dans la protection de nos compatriotes. Sous la supervision du ministère des Affaires étrangères et avec l'appui précieux de l'Organisation internationale pour les migrations, OIM,
Plus de 473 migrants tchadiens ont été libérés et rapatriés en toute sécurité au Tchad. Ce jour, 173 autres migrants tchadiens sont en cours de rapatriement vers leur pays d'origine. Ces opérations de rapatriement illustrent l'engagement du gouvernement tchadien à garantir la protection de ses concitoyens où qu'ils se trouvent et à veiller au respect de leurs droits humains fondamentaux. Le ministère des Affaires étrangères, conformément aux hautes instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, reste pleinement mobilisé pour assurer la sécurité et le bien-être des Tchadiens vivant à l'étranger. Des efforts continus seront déployés pour s'assurer que nos compatriotes, où qu'ils se trouvent, reçoivent l'assistance nécessaire et que leurs droits soient scrupuleusement respectés. Le ministère réitère son engagement indéfectible à œuvrer pour la protection des Tchadiens à l'étranger et à renforcer les liens de coopération avec les pays hôtes pour garantir le bien-être de nos concitoyens. Pour le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ibrahim Adama Mahamata. Justement, le troisième vol transportant les Tchadiens ayant volontairement décidé de quitter la Libye pour regagner le Tchad a atterri ce jeudi à l'aéroport international Hassan Diamouz de N'Djamena. Ils ont été plutôt accueillis par le directeur général de l'administration des affaires juridiques et des Tchadiens de l'étranger, Mbodou Seïd, et du directeur général de la communication et porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ibrahim Adama Mahamat. Reportage Madjigoto David. Ils sont au total 174 Tchadiens vivant en Libye à regagner la terre patrie. Parmi eux, il y a 74 prisonniers libérés suite à la dernière visite d'État du président de la République, Mohamed Idriss Déby Itno, à Tripoli, qui a négocié leur retour volontaire au Bercail. Le directeur général de la communication et porte-parole du ministère des Affaires étrangères salue hautement ces retours volontaires de ses compatriotes. Le chef de l'État avait demandé à tous les Tchadiens, pas seulement ceux qui sont en Libye, partout dans le monde, ceux qui désirent rentrer dans leur pays peuvent rentrer sans problème et participer avec tous les Tchadiens, le reste des Tchadiens, au développement de notre pays. Le Tchad a besoin de tous ces bras valides pour pouvoir actionner ces différents programmes de développement. Le directeur général de l'administration des affaires juridiques des Tchadiens de l'étranger n'a pas caché son émotion et lance un appel patriotique à d'autres compatriotes à faire autant. Mieux vaut vivre dans son pays que de vivre à l'extérieur avec ses souffrances. Et comme la paix étant retrouvée, la stabilité étant retrouvée, la cohésion nationale étant retrouvée, il est nécessaire que tous les Tchadiens maintenant viennent dans leur pays pour le développement de leur pays. La plupart de ces Tchadiens qui sont en Libye, en prison, c'est des gens qui n'ont pas de pièces d'identité, qui n'ont pas de passeport, qui n'ont aucune pièce. Et quand l'autorité libyenne fait des contrôles, on les trouve, ils n'ont pas de pièces, on les arrête. Ces vols n'est pas le dernier. D'autres vols sont prévus dans les jours à venir afin de faire rentrer les derniers Tchadiens en terre libyenne. En politique, ouverture ce 29 août à Bujumbura, au Burundi, les travaux de la 8e édition des jeunes du parti au pouvoir Imbonerakure. Plusieurs délégations, dont celle du Tchad, ont été conviées. Al-Habib Mahamad Nour est sur place. À Bujumbura, la capitale burundaise, s'ouvrent officiellement les travaux de la 8e édition de la rencontre de jeunes du parti au pouvoir Imbonerakure, des jeunes du parti CNDD, FDD, entendez Conseil national pour la défense de la démocratie, Force de défense de la démocratie. C'est un événement placé sous le thème Le jeune et l'émergence économique en Afrique, rôle de jeunes du parti dans la réalisation de la vision du Burundi, pays émergent en 2040, pays développé en 2060. Plusieurs délégations, au nombre desquelles le Tchad, ont répondu à l'invitation avec une forte représentation. La délégation tchadienne conduite par Adoum Farté Amadou, président national de jeunes du mouvement patriotique du salut, MPS, a été particulièrement applaudie. Face à cette situation, après avoir salué cette forte mobilisation de jeunes, le secrétaire général du CNDD, Révérend Indi Kourio, a exhorté les membres du parti à s'engager activement pour préserver l'héritage, mieux le riche enseignement et la sagesse des leaders du parti. À cette rencontre, chaque délégation est appelée à mettre en relief ses potentialités, ceci pour contribuer au développement socio-économique de leurs pays respectifs. Au cours de cette journée, la délégation invitée à la cérémonie a eu l'occasion de débattre de l'importance de ce thème retenu. Plusieurs membres des délégations
ont pris parole pour donner leur point de vue. Pour ces intervenants, le Burundi pourra bien se développer en parfaite synergie avec les autres pays partageant la même vision avec les autorités burundaises. On en vient à la signature d'un accord bilatéral de coopération relative à la transhumance frontalière entre la province du Lac et la région de Difa au Niger. Les travaux ont été lancés en présence justement du gouverneur de la région de Difa et le général Mahamat Ibrahim Bagadoma et celui de la province du Lac, le général Saleh Hagar Tidjani. Bacharia Isanga. L'événement est de taille. La détermination se lit sur le visage de tous les participants. La résolution de la transhumance transfrontalière entre le Tchad et le Niger est un long processus. Pour matérialiser cet aspect important pour les éleveurs de ces deux pays, la rencontre de Difa est le moment indiqué. Le président national de l'APES au Niger, Hussein Amadou, indique que le secteur de l'élevage est l'une des mamelles économiques du Tchad et du Niger. Ainsi, une solution efficiente est indispensable. Une transhumance résiliente à travers cet accord permettra à ces deux pays d'avoir un plan d'action en associant le PRAPS 2 Niger et le PRAPS 2 Tchad, disait le représentant du secrétaire exécutif du SULS, le professeur Atta. Pour le secrétaire général adjoint du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage du Niger, Salifou Issakou, l'accord bilatéral d'IFABOL revêt un caractère particulier au regard de l'importance de l'élevage dans cet espace. Le gouverneur de la province du Lac, le général Saleh Hagar Tidjani, a précisé que le Tchad et le Niger s'engagent sans relâche pour le bien-être du pastoralisme et cela se réalisera à la fin de cette rencontre. Président à la cérémonie d'ouverture de cet accord, le gouverneur de la région de Difa, le général Mahamadou Ibrahim Bagadoma, affirme que la gestion de la transhumance transfrontalière apaisée est une idée novatrice des plus hautes autorités du Tchad et du Niger. Ainsi, les orientations stratégiques permettront de formaliser cet accord tant attendu par les éleveurs tchadiens et nigériens. Restons toujours à Difa où le gouverneur de la province du Lac, le général Saleh Hagar Tidjani, a accompagné son homologue gouverneur de la région de Difa, le général Mahamadou Ibrahim Bagadoma, pour visiter le champ du riz réhabilité. Il s'agit de 204 hectares. Les travaux d'aménagement et de réhabilitation de ce champ a été rendu possible grâce à un fonds de solidarité du peuple nigérien. Elle m'a retrouvé dans le cours de ce journal ou dans nos éditions de demain. Dans le Kanem, un conflit a opposé deux communautés et a occasionné un mort et quelques blessés. Informé de la situation, le gouverneur du Kanem, Issakha Hassan Diogoy, s'est rendu sur le lieu pour la reconstitution des faits. Moussa Mahamat. Placé sous le thème « L'engagement communautaire, un levier pouvant contribuer à l'accès de tous aux soins de santé de qualité », ce premier comité directeur constitue un cadre idéal d'échange aux professionnels de la santé. C'est pourquoi le délégué sanitaire du Kanem, Dr Djiber Ahmad Haliki, précise que cette réunion de 2 jours vise à analyser les interventions réalisées de 8 districts sanitaires pendant le semestre écoulé et à corriger leurs manquements constatés afin de relever les défis qui les attendent pour le prochain semestre. Le gouverneur du Kanem, Issakha Hassan Diogoy, a indiqué que grâce à l'engagement des plus hautes autorités et l'appui de ses partenaires, des résultats satisfaisants ont été atteints ces derniers temps en vue d'améliorer la santé de la population. Je voudrais aussi rappeler que le secteur de la santé a été considéré comme l'une des priorités des actions du gouvernement du Tchad ces dernières années. En dépit de ces résultats probants, Issakha Hassan Diogoy a demandé au cadre de la santé de développer davantage des pistes de solutions durables pour rehausser les indicateurs de la santé provinciale. En marge de la tenue de ce comité directeur, le gouverneur a remis officiellement les clés d'une ambulance médicalisée au délégué de la santé du Kanem. Cet engin est mis à la disposition de l'hôpital provincial de Mao. La ville de Dourbali bénéficie de l'optimisation et de la réhabilitation du système d'eau
grâce à la volonté du comité de gestion des 5% des revenus pétroliers. C'est le président de ce comité, Sa Majesté Mbangadji Woli Mahamat Youssouf, qui a donné le coup d'envoi des travaux. C'est à la faveur d'une cérémonie qui a mobilisé les fils et filles de cette localité. Thomas Ousmane Diali. Bientôt de l'eau à flot dans la ville de Dourbali, province du Charibagrimi. Le comité de gestion des 5% des revenus pétroliers de la province lance les travaux d'optimisation et réhabilitation du système d'eau. Ce projet de 8 mois va coûter plus de 267 millions de francs CFA. Ce projet consiste à faire une étude de référence du système existant, c'est-à-dire que déterminer les forces et les faiblesses du système d'adduction d'eau pour la ville de Dourbali, réaliser et renforcer en fait un forage, faire la fourniture et la pose en fait d'un champ solaire sur un châssis métallique, fourniture d'un groupe électrogène de 33 kVA. L'objectif est simple, donner de l'eau potable à la population de cette ville qui rencontre un sérieux problème en matière d'eau. Occasion pour le président du comité de gestion des 5% des revenus pétroliers de rassurer la population sur le respect des délais d'exécution de ce projet. La population a beaucoup souffert durant presque 3 ans. Et aujourd'hui, nous sommes venus pour répondre à leurs sollicitations. Je vous dis, le comité de gestion de 5% travaille nuit et jour pour donner le sourire à la population de la province du Charibagrimi. C'est un projet bien accueilli par la population de Dourbali, mobilisée pour le lancement des travaux. Elle, qui attend impatiemment son exécution, commence déjà à compter les jours. Le gouverneur du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam, a présidé la réunion du comité directeur de la délégation provinciale de santé à Amtiman en présence des partenaires techniques et financiers, nous dit Mohamed Abdelbanat. Le comité directeur de la délégation sanitaire est une activité de routine qui se tient 2 fois par an. Le but de cette réunion est de permettre aux différents chefs de service de faire le bilan des activités sanitaires menées dans toute la province. Selon le délégué de la santé publique, le docteur Adam Mohamed Tidjani, ces échanges permettent aux autorités sanitaires de prendre des engagements fermes afin d'améliorer les prestations de services et de corriger les erreurs. Lors de la cérémonie d'ouverture, le gouverneur de la province du Salamat, le général Abdoulaye Ibrahim Siam a exhorté les participants à un débat ouvert et sincère afin de présenter des propositions concrètes qui permettront à la hiérarchie de renforcer le système de santé. Rappelons que cette réunion du comité directeur regroupant les responsables des services de santé et les partenaires techniques est prévue pour une durée de 3 jours et se tient à la délégation sanitaire du Salamat. Dans le Wadi Fira, le gouverneur Mohamed Abdelkerim Ali a présidé les travaux de l'atelier de renforcement des capacités des acteurs locaux pour l'opérationnalisation du nexus humanitaire développement paix. Magina Fidel. L'objectif de cet atelier vise à renforcer les compétences, partager les expériences et élaborer des stratégies efficaces pour répondre aux défis complexes auxquels sont confrontés la province de Wadi Fira, de Ouaddaï et de Sila. Selon le chef de mission, par ailleurs directeur des études et de la planification du ministère en charge des finances et des plans, Ali Mamanour, ces 3 jours de formation permettront aux acteurs locaux d'être outillés pour intégrer et mettre à profit les connaissances acquises au profit de la population hôte et des réfugiés. Le gouverneur de la province de Wadi Fira, Mohamed Abdelkerim Ali, remercie les plus hautes autorités de l'État à travers ses partenaires au développement qui s'activent jour et nuit afin de promouvoir la paix, le développement durable et le bien-être de la population. Vous êtes et vous jouez un rôle central en tant qu'acteurs nationaux et locaux dans l'opérationnalisation des Nexus. Vous êtes des acteurs incontournables, voire moteurs des interventions du Nexus. Et ceci dans l'esprit de l'agenda qui promeut la localisation de l'aide et le renforcement des partenaires. Vous allez être outillés afin de repenser une coordination multi-acteurs efficace à travers le Nexus, car une meilleure coordination permettra de renforcer le dialogue entre les parties prenantes. Le premier magistrat de la province de Wadi Fira, Mohamed Abdelkerim Ali,
exhorte ensuite les membres du comité provincial d'action, les membres de la société civile, de participer activement aux discussions, à poser des questions et à partager leurs expériences. La réunion du comité directeur de la délégation sanitaire du Logone occidental a lieu également ce jeudi à Moundou. Les travaux ont été placés sous la supervision du gouverneur Ibrahim Ibn Omar Mamad Saleh. Noudjiou Dougelbe. Cette rencontre qui regroupe les responsables des structures sanitaires et quelques partenaires du système de la santé vise à évaluer les activités sanitaires des 6 mois de l'année en cours. C'est aussi l'occasion d'analyser les problèmes rencontrés dans l'action sanitaire et de donner des orientations claires pour y remédier. Le délégué provincial de la santé du Logone occidental, Dr Wongram Kouleta II, a relevé que les indicateurs de santé, tant sur le plan curatif que préventif, sont encourageants. Toutefois, précise-t-il, les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes, surtout pour les indicateurs de santé du couple mère-enfant. Le gouverneur de la province du Logone occidental, Ibrahim Ibn Omar Mamad Saleh, a quant à lui salué cette initiative. Et en tant que première autorité de la province, soucieuse du bien-être collectif de nos administrés, nous ne pouvons que saluer cette initiative qui vous permettra de faire des critiques objectives à mi-parcours sur les activités réalisées pendant les 6 mois de l'année en cours. Les conclusions de ces travaux permettront certainement de réajuster les interventions et au mieux en tirer les leçons pour contribuer à l'amélioration de la santé de la population. Je l'annonçais tantôt que le gouverneur de la province du Lac, le général Saleh Hagar Tidjani, a accompagné son homologue gouverneur de la région de Difa, le général Mahamadou Ibrahim Bagadoma, pour visiter le champ du riz réhabilité. Il s'agit de 204 hectares. Les travaux d'aménagement et de réhabilitation de ce champ ont été rendus possibles grâce à un fonds de solidarité du peuple nigérien. Bachar Yaya Issahanga. Pour développer un pays, surtout avoir une indépendance alimentaire, le chauvinisme du peuple est indispensable. Ce champ de riz à perte de vue est en pleine réhabilitation, grâce à un fonds de la solidarité pour la sauvegarde de la patrie du peuple nigérien. Chaque citoyen nigérien est appelé à apporter sa modeste contribution. Aujourd'hui, cette cotisation des Nigériens dépasse les milliards. Ainsi, les travaux de la réhabilitation se déroulent normalement. 204 hectares, y compris l'extension, renforcés par des digues solides et 20 forages profonds, s'inscrivent dans le programme. L'exploitation de cette zone fertile est un exemple à suivre et à saluer. Je remercie très sincèrement les efforts et les initiatives du gouverneur de Difa. Il n'a pas manqué de superviser et contrôler les travaux qui sont sur le terrain, encourager aussi en même temps la population. Donc ça peut être les mêmes choses peut-être dans notre province. Combattre la famine et s'autosuffire est nécessaire. Les grands travaux dans lesquels le Niger s'est engagé sous l'impulsion de son Excellence, le général de brigade Abdraman Chani, président du CNSP, chef de l'État. Parce que dans la vision stratégique qui est la sienne, il a compris que sans autosuffisance alimentaire, il ne peut y avoir de véritable indépendance et de souveraineté nationale. La visite guidée de ce chantier, qui sera achevée dans un avenir proche, et l'explication de l'ingénieur des travaux s'impose. La descente sur le terrain de ces deux gouverneurs donne de l'espoir aux agriculteurs nigériens qui exploiteront ces champs de riz une fois réhabilités. Le secrétaire général du Mayo-Kébi, Ouest Ngana Djekila, a dirigé ce 29 août 2024 à Pala la réunion mensuelle du comité provincial de nutrition et d'alimentation. Cette réunion a vu la participation des délégués provinciaux et les partenaires au développement. Ouegabe Mabirabe.
Cette réunion s'inscrit dans le cadre d'amélioration des conditions de la nutrition et d'alimentation dans la province du Mayo-Kibi-Ouest. C'est à travers d'une présentation d'un projet format NUD. Le secrétaire général de la province du Mayo-Kibi-Ouest, Gana Djekila, dans son mot introductif, a souligné que la malnutrition dans le Mayo-Kibi-Ouest reste un défi à relever. Il a ensuite invité les participants à un diagnostic profond pour lever ces défis. Présentant le projet format NUD, le point focal de la nutrition et d'alimentation de la province du Mayo-Kibi-Ouest, Abdelaziz Dakou Adraman, a indiqué que ce projet est basé sur le renforcement des capacités des acteurs et des communautés afin de contribuer à la réduction de la sous-nutrition de manière globale et durable. Au cours de la rencontre, des questions et des propositions ont été faites afin que ces projets répondent aux attentes de la population. Dans le cadre de sa tournée de sensibilisation sur le vivre ensemble, le préfet du département de Haraz al-Biar, Abakar Djime Haliki, s'est rendu en Djamena Fara. Amat Fadjakmala nous en parle. Dans le but de sensibiliser la population sur la paix, la cohabitation pacifique et le vivre ensemble en cette période de la saison pluvieuse, le préfet du département de Haraz al-Biar, Abakar Djime Haliki, accompagné de ses proches collaborateurs, a effectué une tournée dans sa circonscription administrative. Yarmaya et Mani constituent la première étape de sa tournée. Dans ces deux localités et face à une population sortie massive pour la circonstance, le préfet du département de Haraz al-Biar, Abakar Djime Haliki, a tenu une rencontre à la place publique avec la population. Il leur a expliqué le bien fondé de la culture de la paix, de la cohabitation pacifique ainsi que de vivre ensemble. À ce titre, je vous encourage à cultiver davantage cette entente sur le plan politique avec une réconciliation complète entre les filles et fils de notre département et collaborons pour un développement socio-économique de cette dernière. Je suis convaincu que ces valeurs seront jalousement préservées par chacune et chacun de vous. Je voudrais que l'on se donne comme défi principal dans le département de Haraz al-Biar à zéro conflit agriculteur-éleveur. Après la rencontre avec la population, Abakar Djime Haliki a successivement rencontré les responsables administratifs, militaires, civils, traditionnels et les associations de jeunes et de femmes. Abordant plusieurs sujets, notamment la sécurité des personnes et de leurs biens, le préfet n'a pas perdu de vue également le respect de l'autorité de l'État. Il a invité tous les acteurs à collaborer efficacement afin de garantir un cadre meilleur pour le bien-être de tous. Dans le prochain reportage qui va suivre, nous allons parler de la cherté de vie avec les prix des denrées alimentaires qui grimpent. Qu'est-ce qui explique cette spéculation des produits pourtant exonérés par le gouvernement? Dans ce reportage, l'une de nos équipes a fait le tour dans les marchés. Voici le reportage de Thomas Ousmane Djali. La cherté des vies, une expression d'actualité qui a tout son sens. Dans les différents marchés de la capitale, elle s'y invite faisant sa loi. Manger à sa faim est devenu un véritable parcours du combattant. Les denrées des premières nécessités connaissent une spéculation dans tous les marchés. Les denrées alimentaires sont très chères de nos jours. Un sac de riz coûte vraiment cher, de même que le maïs. Il faut que le gouvernement agisse face à cette situation afin que tout le monde vive aisément. Parfois, c'est trop dur avec nous. Tu sors, tu traînes au soleil jusqu'à mai. Les choses sont tellement chères. Le riz, le coro est augmenté à 2000. Les macaronis, tu n'as pas un 500, tu ne peux pas manger. Je suis un père de famille. Tout est devenu cher aujourd'hui. C'est difficile. Le riz, l'huile, les spaghettis, tomates, même ce qu'on produit ici au Tchad est devenu cher. Il faut 2500 et 3000 pour un coro doyon. Le constat est presque identique dans tous les marchés. Les denrées des premières nécessités pèsent sur le panier de la ménagère. Les commerçants, eux, ont leurs raisons.
Nous, les commerçants, on prend cher et nous devons le revendre cher. Le sac de riz de 50 kg coûtait 24 000 et nous devons le revendre à 30 000. Pourtant, il semble que les produits alimentaires sont exonérés. Dans le passé, le coro d'haricot coûtait 750. Aujourd'hui, c'est à 2500. Cette augmentation s'explique par la rareté de pluie l'année passée. On écoutait que les produits sont exonérés et pourtant, ça nous vient cher. La situation est intenable. Les ménagères et les chefs de famille n'attendent que l'embellie pour pouvoir enfin sourire à la vie. Car manger ne doit pas être un véritable combat. En sport, la Confédération africaine de football a octroyé une aide de 50 000 $, soit un montant de 30 millions de francs CFA à chaque club engagé pour les préliminaires des compétitions africaines. Au Tchad, ce sont 2 clubs qui bénéficient de cette subvention. Il s'agit du club ASPECI et de Tout-Puissant et l'Export. Innocent Kilayou. Cette bonne nouvelle est tombée il y a quelques jours avant le démarrage des préliminaires des compétitions africaines. La Confédération africaine de football CAF octroie une aide de 50 000 $, l'équivalent de 30 millions de francs CFA, aux clubs engagés au tour préliminaire. Cette bonne décision de la Confédération africaine de football intervient pour la première fois dans l'histoire du football africain. Cette aide de 30 millions de francs CFA doit permettre aux clubs qui sont engagés dans les préliminaires des compétitions africaines, à savoir la Ligue des clubs champions et la Coupe de la Confédération. Au Tchad, 2 clubs viennent de bénéficier de cette subvention octroyée par la CAF. Il s'agit du club ASPECI qui a joué les préliminaires des clubs champions contre le club tunisien de Monastir et Tout-Puissant et l'Export qui a également livré ses 2 matchs contre le club ghanéen. Cette aide de 30 millions de francs CFA de la CAF va permettre à ces 2 clubs tchadiens qui viennent d'être éliminés de combler les dépenses entreprises lors des préliminaires des compétitions africaines. Le club ASPECI a préparé ces 2 matchs contre les Tunisiens de Monastir dans le centre académique à Kono, qui est situé à environ 30 km de Yaoundé. La subvention de la CAF est un ouf de soulagement pour ces 2 clubs tchadiens qui éprouvent énormément de difficultés financières. La CAF doit maintenir cet appui financier aux clubs pour leur permettre de bien préparer ces compétitions africaines qui coûtent extrêmement cher aux clubs. Et c'est avec cette bonne nouvelle que se referme cette édition. Merci de votre très bien aimable attention. À très bientôt.